Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau live donc sur Studio Gemini et sur la thématique de la photo de paysage. Salut Sylvain. Salut Ilan, bonsoir à tous. Alors sur ce troisième live, on a parlé sur le premier de la démarche un petit peu photographique de Frédéric, de la planification de son voyage avec tout la réalisation du storyboard avec des images glanées sur le net dans des magazines, la définition des différents spots sur lesquels qu'il allait explorer, le tracé d'un itinéraire. Et aujourd'hui, on va continuer avec le repérage sur le terrain et les techniques de prise de vue. Donc, on va appeler tout de suite Frédéric. Ouais. Salut Frédéric, tu es à l'antenne. Salut Frédéric. Bonjour tout le monde. On reprend le fil de la discussion là où on s'était arrêté la dernière fois. On avait terminé sur le trajet en avion pour savoir si tu prenais des assurances et ce genre de choses, donc des choses assez pratiques. On poursuit donc, tu arrives sur le lieu ou dans le pays dans lequel tu vas faire des photos. Une fois sur place, tu descends de l'avion. Quelle va être ta priorité ? Alors ma priorité, effectivement quand je descends de l'avion, moi c'est souvent de récupérer la voiture de location et puis je me dirige aussi vite que possible sur le lieu de la vraie destination. L'aéroport en général n'étant pas toujours proche des lieux, enfin en général pas proche des lieux que je souhaite visiter. Donc je me rends directement sur les lieux. Et une fois sur les lieux, la première chose que je fais, c'est d'essayer de trouver un logement pour le soir. D'accord. Alors ça c'est vrai le premier jour, c'est vrai aussi les jours d'après, ou en tout cas quand je change d'environnement, parce que je voyage à des moments, je souhaite en fait avoir un agenda qui soit aussi, un emploi du temps qui soit aussi flexible que possible. Donc je ne réserve pas à l'avance les logements. D'accord. Que ça me poserait des soucis de ne pas savoir où dormir le soir et d'être en train de prendre des photos en même temps. Ce qui veut dire qu'on en parlait dans le dernier podcast, tu regardes où est-ce que tu peux potentiellement dormir, mais par contre, rien n'est totalement prévu à l'avance, quoi. C'est-à-dire que tu as des points de chute, mais tu vois sur le moment où est-ce que tu vas loger. Oui, alors j'ai les guides qui vont bien, donc je mentionnais le Lonely Planet, etc., dans lequel il y a les B&B, les auberges de jeunesse et ce genre de choses. Les hôtels sont assez facilement, faut les trouver assez facilement. Puis avec tous les outils de connexion, maintenant, si on a un problème, on peut quand même regarder sur Internet. C'est pas un souci. Et dans les pays anglo-saxons, c'est à noter, il y a des signes B&B à peu près partout, donc il suffit de s'arrêter et puis de demander s'il y a une chambre de libre. Donc ça c'est quelque chose que je peux faire parce que je photographie à des époques de l'année qui sont pas les époques les plus fréquentées par les touristes. J'essaie de pas photographier en été parce que déjà il y a beaucoup de monde et ça m'obligerait à prévoir, à figer mon planning à l'avance, ce qui me gênerait un petit peu. Et puis parce que c'est pas forcément là que je trouve les plus belles lumières non plus. Ouais. Donc tu te rends directement sur les lieux de la prise de vue avec comme objectif, les lieux de la prise de vue photographique, ou tu vas d'abord, tu te rends d'abord dans ton hôtel L'hôtel, oui. Non, déjà l'hôtel, je descends mes bagages et je vérifie mon matériel photo et hop, direct, je pars. Direct, ouais. Je pars. Hein. Bon, ça dépend. Oui, je pars direct parce que je peux me reposer un petit peu, mais disons que tout le temps que je passe à faire autre chose, c'est du temps qui n'est pas consacré à la photo. Donc ça peut être soit en fonction de l'heure de la journée, soit un repérage. Je fais en sorte d'être à minima 1 heure ou 2 sur les lieux avant les belles lumières. Et je peux même faire, ça peut même être 4 heures ou une demi-journée avant. Tout dépend de l'heure. Mais en général, voilà, c'est ce que je fais. On l'a vu d'ailleurs à Etretat dans la masterclass, entre le moment où tu es arrivé véritablement à Etretat et le moment où on est parti pour faire des photos, il y a eu un laps de temps qui a été très court. Tu as posé tes affaires et quasiment dans la foulée, on est parti pour ce qui devait être un repérage et ce qui a été un moment photo en fait. Oui, il faut dire que j'étais un petit peu en retard ce jour-là, donc effectivement la force des choses a voulu mais généralement j'essaie d'avoir un peu plus d'avance que ça. Bon, en même temps, je pense que le premier soir, c'est un endroit que je connaissais en plus, donc j'ai pas forcément besoin de faire de repérage. Et puis la plage d'Etretat, elle est, c'est la plage, elle est pas très compliquée.
Voilà, c'est une plage qui donne accès à gauche comme à droite aux belles falaises. Donc voilà, le repérage prend très très peu de temps en fait. Alors, juste une parenthèse, on nous informe qu'il y a un écart de son entre le son qui provient donc de chez toi et le nôtre. On essaye de régler ça, vous nous dites Ouais. si c'est un peu mieux maintenant. On a baissé le son normalement venant de chez Frédéric. Ok. Donc, est-ce que tu ne prévois pas réellement de temps pour t'imprégner des lieux, du pays tout ton voyage tend vraiment vers la photographie. Alors le temps cette question elle est bonne quand même parce que Merci. Et c'était peut-être une question des abonnés, non? Oui, probablement. Probablement. Alors, je ne prends pas de temps pour ça, c'est-à-dire que je ne consacre pas de temps à faire ça au détriment de la photo, mais ça prend du temps. Enfin, il y a une demi-journée ou une journée d'acclimatation, déjà parce que on vient de voyager, on découvre un endroit qu'on ne connaît pas, on a une voiture qu'on ne connaît pas, il y a tout un tas de choses qui peuvent être potentiellement déstabilisantes, donc il y a quand même une entrée en matière qui peut durer une demi-journée ou une journée. Hein. D'accord. Et si la lumière est bonne, je vais pas, je vais prendre des photos. Ouais, si elles sont ratées, tant pis. Mais donc il y a effectivement une petite entrée en matière qui s'impose, mais bon, qui est plus une contrainte que quelque chose que je choisis de faire activement. D'accord. Alors, là, on réaffiche la carte des Corses qu'on a vue dans le précédent podcast. On se demandait, est-ce que tu prévois, là on voit les différents spots que tu avais repérés, qui sont indiqués en orange, est-ce que tu prévois du temps spécifiquement pour faire du repérage pendant tes voyages? Alors j'utilise effectivement les temps morts à faire du repérage. Alors les temps morts c'est en pleine journée. Alors le repérage ça peut être après la belle lumière comme on a fait à Etretat, plutôt que de rentrer puis de ressortir pour ensuite re-rentrer, etc. Bon, autant puisqu'on est sur place. Alors puisqu'on est sur place, autant faire un petit repérage, c'est-à-dire approfondir la zone dans laquelle on est déjà. Et je peux le faire aussi avant d'arriver. Si je prends 2-3 heures, c'est aussi pour faire effectivement du repérage. Alors ensuite, il y a un autre type de repérage que je fais plus volontiers en milieu de journée, c'est quand je prends ma voiture et je pars à l'aventure de la région et j'essaye de trouver des spots que je n'avais pas repérés sur Internet au préalable. Je le fais parce que ça me permet de m'occuper aussi, puisque j'aime bien conduire et j'aime bien quand même découvrir les lieux, mais il est assez rare quand même que je trouve des spots quand même extraordinaires. Les spots les plus spectaculaires sont déjà connus, hein, donc on les découvre pas par hasard. C'est ceux que tu as identifiés et que tu as notés sur la carte en règle générale. Ouais, d'accord. La plupart du temps. Hein. Moi, pour rebondir là-dessus, donc au final, juste pour clarifier un peu le propos pour moi, il n'y a pas vraiment de repérage à proprement parler, c'est-à-dire que c'est une façon d'occuper du temps quand tu fais pas de photos, c'est-à-dire que tu vas sur un lieu, si la lumière, si le moment s'y prête, tu vas faire des photos. Si jamais c'est raté, il faut patienter un peu. À ce moment-là, tu vas en profiter pour faire ce que toi tu appelles de repérage, tester d'autres choses. Alors tester d'autres choses, et alors il m'arrive d'arriver. Alors ça dépend du doute que je peux avoir sur l'accessibilité des lieux. Bon, Etretat je connaissais, donc j'ai pas besoin de venir trop à l'avance. Mais il y a des endroits qui sont assez peu accessibles et il est intéressant et important en fait de savoir combien de temps on va mettre pour accéder au lieu. C'est le cas de Old Man of Storr en Écosse, qui est assez éloigné de la route. Enfin, il y a 3/4 d'heure de montée en fait, et ça il faut le savoir avant de. Il faut l'avoir expérimenté ou alors avoir demandé à quelqu'un. Donc là, effectivement, je peux arriver sur les lieux avant, la veille ou pendant la journée, et repartir chez moi, enfin à l'hôtel ou autre, pour revenir plus tard. Et ça dépend du degré d'accessibilité de l'endroit. Le pire, c'est d'arriver en retard en fait. Hein, donc il faut mettre tous les moyens de son côté pour arriver à l'heure. On l'avait vu à Etretat, encore une fois, pour le premier matin, où on devait être sur les falaises à 4h45. Tu avais pris quand même la veille le soin d'estimer le temps qu'il nous fallait pour
de l'abri arriver sur le spot de prise de vue. C'est vrai que ce serait dommage de se préparer tant de temps à l'avance pour finalement arriver un quart d'heure en retard. Ouais, j'ai vu un photographe un jour qui, parce que bon, on n'est pas seul sur les spots intéressants. C'était en Écosse sur les alignements de pierre les menhirs de Callanish. Ouais. Et c'était le jour même. Et d'ailleurs, ça c'était un repérage que j'avais pas forcément fait d'ailleurs. Sinon, je me serais préparé techniquement. Mais c'était à l'époque où il y avait une super lune. C'était la dernière fois qu'il y avait une super lune. Et le gars, il est arrivé en retard. Et je l'ai vu arriver à fond, il a pilé, et puis il était en colère contre lui, et c'était, c'est dramatique, parce que le gars, ça faisait des années qu'il attendait cet événement. Et... Alors, c'est pas le vieux monsieur dont j'avais parlé la première fois, c'était encore le lendemain, mais il était pas content de lui. Hein. Ah, mais c'est sûr, la panne de réveil, là, elle est embêtante. Ouais. Quand tu fais des repérages, donc tu te balades parfois un peu librement quand c'est un repérage pour des spots différents de ceux que tu as détectés. On l'a vu, tu photographies surtout à la main levée quand tu es sur un spot pour trouver tes cadrages. Est-ce que tu prends ensuite des notes pour retrouver l'endroit précis de la prise de vue, ou est-ce que les photos les photos sont suffisantes? Non, en général, je prends pas de notes. Quand je prends des notes, c'est que pendant le repérage, en fait, j'ai une carte comme celle de l'Écosse, sur laquelle je crois que d'ailleurs on voit pas trop les directions. Des fois, je mets des petites flèches. Non, on les a pas. Il y a une photo qui a été prise, c'est pris de ce point de vue-là, dans cette direction. Bon, c'est un peu rappelé. Pardon, excuse-moi, on l'a fait dans les vidéos de la masterclass. Oui, c'est ça. C'est toi qui nous as donné l'idée. C'est un peu ce que je fais. Donc, sur place, je prends pas forcément de notes, non. Et d'ailleurs, je prends pas de photos. Hein. Là, c'est pour la masterclass que j'ai pris des photos. Mais en réalité, ce que je fais avec mon appareil, c'est de vérifier en fait si l'ensemble des éléments rentrent dans le viseur. Mais je prends pas forcément de photos. En fait. D'accord. Ok. Tu n'utilises pas non plus de GPS? J'utilise pas de GPS quand je suis en voiture. Alors j'étais en Italie, il y avait un endroit très très photogénique. Et, bon, j'avais pas eu le temps de faire de repérage parce que j'avais voulu, parce que j'étais accompagné, voir trop de choses. Et du coup, là, le GPS m'a été drôlement utile. Hein. Mais en général, j'en ai pas besoin. En revanche, j'ai des cartes très précises. Hein. J'ai des cartes. Alors les cartes routières, ça dépend des endroits. C'est pas très précis. Par contre, je prends souvent des cartes d'état-major que j'achète soit à l'hygiène à Paris ou sur Internet. J'aime bien les voir avant parce que j'ai eu des surprises en commandant des cartes sur Internet qui sont pas aussi détaillées que je voulais ou dont la lecture est difficile. Donc je préfère les voir. Et m'est arrivé plusieurs fois d'acheter carrément une carte sur place. Alors souvent à la capitale. D'ailleurs, c'est une chose que j'ai pas mentionné, mais quand j'ai besoin de matériel très spécifique, alors comme une carte ou des choses comme ça, je profite d'être près de l'aéroport pour faire un petit tour à la capitale pour acheter de la documentation que j'aurais trouvé avant. Voilà, mais je prends pas de notes vraiment sur le terrain. Il m'arrive de faire de faire des marques ou de vraiment repérer la pierre à côté de laquelle je m'étais mis. Voilà. Ça reste mémorisé classiquement. Parce qu'il y a des appareils photo. Ton appareil, je pense, a probablement des modules qui permettent d'enregistrer les coordonnées très précisément de la prise de vue. Oui, je pensais pas à ça, effectivement. Non, j'utilise pas parce que c'est... Alors, il y a pas besoin. Enfin, on sait que c'est en haut de la colline, derrière ceci. Enfin, franchement, il y a pas besoin. Il n'y a pas besoin. Alors, ça peut être intéressant si on a un projet photographique que de donner ou quand tu veux vraiment y retourner quelques années après, sans se souvenir forcément. Mais non, je crois que j'ai une mémoire assez photographique et j'ai pas besoin. Alors, il m'arrive des fois de laisser un pack de bière entamé pour un paquet de cigarettes et non, je rigole, je laisserai jamais un paquet de bière comme ça. Non, j'ai pas besoin. Non, c'est parce que les bouteilles sont consignées, donc tu les ramènes, à la boutique. Okay. Non, par contre, alors le spot ou l'endroit à quelques mètres près, j'ai pas besoin de le repérer, je me souviens assez bien. En revanche, quand je fais un cadrage, et là le cadrage ça tient à quelques centimètres, hein, le positionnement du trépied, etc. Je peux faire des marques au pied comme j'avais fait, je crois, à Etretat.
je peux faire des marques comme ça pour vraiment me souvenir de l'endroit où j'avais posé le trépied. Là, c'est moins pour repérer le spot que de repérer le cadrage, en fait. Je fais sur le spot en question. Okay. Petite parenthèse, là je m'adresse aux gens qui nous regardent. On ne l'a pas dit au début, mais si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. On en a pas mal de prévus. On essaiera de les caser ou d'y répondre au maximum. Et puis j'espère que le problème de son est résolu. J'en profite. J'ai essayé de monter le volume. Vous me dites si c'est bon. Et on peut continuer avec quelques images. Alors on continue avec des images de Nest Point. Où tu as pris différentes photos donc de ce phare en Écosse. Là, tu en as sélectionné 3 avec 3 points de vue extrêmement différents. La première qu'on voit, c'est une image sur laquelle les rochers dessinent un arc de cercle avec une mer évanescente en dessous. Et sur le quart supérieur, on va dire, de l'image, on voit le phare. Ça, c'est sur cette image, par exemple, spécifiquement, c'est un spot que tu avais repéré, que tu avais anticipé dès avant le voyage ou sur place ? Non, c'est sur place, parce qu'en fait, ce spot, je l'avais pas repéré sur Internet. Visiblement, il n'est pas tant photographié que ça, et ça peut s'expliquer puisque tu vas certainement montrer une autre photo après. Il y a un des spots où on est vraiment tout en hauteur et on voit non seulement le phare, mais il est tout petit du coup, mais on voit surtout cette langue de cette falaise en fait qui s'avance dans la mer. C'est cet endroit-là qui est le plus célèbre. Et je pense qu'il y a une partie des photographes qui font pas l'effort parce qu'ils n'ont pas pris suffisamment de temps ou qu'ils sont là que pour une soirée et que du coup ils n'ont pas l'occasion de revenir une deuxième fois pour prendre le lieu d'un autre spot. Et ben en fait c'est ce spot qui fait 80% des photos et du coup d'où l'intérêt de rester 1, 2 voire 3 jours au même endroit parce qu'on peut on peut faire des photos du coup que les gens n'ont pas fait parce qu'ils se sont tentés de rester pendant une demi-journée, ou 1 heure ou 2 à un seul endroit. Tu tournes souvent comme ça, beaucoup autour d'un sujet, tu vois, photo. Oui, tout à fait. Il y a une photo dont je me souviens, qui est une photo de Old Man of Storr, pas très loin d'ailleurs de Nest Point. Donc c'est dans l'île de Skye. Donc dont on a vu la carte, qui est au nord-ouest de l'Écosse. Nest Point, il est pareil, il est toujours photographié, très souvent photographié, vu d'en haut, avec quand c'est le lever du soleil, le soleil en contre-jour. Alors c'est ce que j'ai essayé de faire aussi, parce que c'était la première fois que j'y allais, et les conditions de lumière étaient la lumière était très violente et assez blanche, pas très intéressante, et il y avait un vent probablement de 60-70 km/h qui rendait les photos quasiment impossibles. J'ai baissé j'ai ouvert le diaphragme pour obtenir plus de lumière, mais voilà, donc du coup je suis allé me réfugier carrément derrière, et c'est une des photos que je préfère et que pour le coup j'ai pas encore j'ai jamais vraiment revu en fait de ce point de vue-là depuis mon voyage. Donc quand tu arrives sur les lieux, est-ce que tu as, pas forcément tu as un peu répondu, mais est-ce que tu as une idée précise des différents points de vue que tu comptes explorer, ou est-ce que tu en découvres d'autres parfois en marchant ? Alors j'ai effectivement sélectionné sur Internet, dans mon repérage Internet, donc avant même le voyage, comme on disait la dernière fois, j'ai repéré un certain nombre de spots qui sont des spots les plus connus, et effectivement une fois que je les ai pris, ou alors pendant le repérage, j'essaye de voir s'il n'y a pas d'autres, j'essaie de tourner comme tu disais autour du sujet, de voir s'il n'y a pas d'autres endroits pour photographier ce lieu. Et ce que tu disais est intéressant, c'est-à-dire qu'en marchant, c'est-à-dire en me déplaçant d'un spot connu vers l'inconnu, en me rapprochant du sujet, en tournant autour, il y a un moment donné où le spot devient bon, il devient encore meilleur, et du coup on a parfois à reculer parce que s'avancer trop n'est plus intéressant, on est trop près, donc même au 16 mm ça rentre plus dans le cadrage. Donc il y a effectivement une sorte de danse qu'on effectue autour du paysage pour trouver
la bonne distance en fait de son sujet. Alors la question, je vais rendre à César ou à Esther, à l'œil d'Esther, ce qui lui appartient. C'est une question qui nous a été posée par l'œil d'Esther. Une petite remarque. On a bien vu que tu tournais autour du sujet, que tu tournais également beaucoup à 360 degrés. C'est rigolo. C'est quelque chose que Bernard Jolivalt, dans la photo de rue, précisait aussi. Avant de quitter un spot, un lieu, il fait toujours un tour à 360 degrés pour vérifier qu'il n'a pas oublié ou qu'il n'est pas passé à côté de point de vue. Et dans la masterclass à Étretat, on t'a vu le faire à 2 ou 3 reprises, de photographier et te rendre compte, et des fois se rendre compte qu'en tournant à 180 degrés, il y avait des points de vue intéressants que tu n'avais pas forcément anticipés. Ben oui, c'est voilà, il faut alors la prise photographe, faire des photos, c'est pas seulement avoir un appareil photo et photographier devant soi à hauteur d'homme, hein, c'est regarder en haut, en bas, à gauche, à droite et effectivement se retourner. Je sais pas si vous connaissez la pub, c'est une pub anglo-saxonne pour KitKat. C'est un gars qui est dans un zoo et puis il attend 2 heures que je sais pas, un ours blanc sorte de sa cachette là. Et puis il se retourne pour manger un Kit-Kat et puis là t'as l'ours blanc qui fait qui danse, qui fait des trucs pas possibles et puis dès qu'il se retourne, hop, l'ours disparaît. Voilà, c'est un peu ça que j'ai envie d'éviter en fait. D'accord, je comprends. Donc pas de pause Kit-Kat. On a vu une deuxième photo. Qui effectivement montre, tu nous l'avais un petit peu décrite, probablement la photo qui est le plus souvent prise de Nest Point, avec cette longue langue comme ça de terre et le phare qu'on devine véritablement tout au bout de cette jetée. Là, c'est une photo qui est prise avec un soleil, je suppose, couchant, oui. Puisqu'on est à l'ouest. Là, tu avais anticipé véritablement le moment de la prise de vue pour avoir le soleil, je suppose, et la course du soleil et les traînées du soleil qui vont sur la mer, qui occupent un petit peu l'espace vide de la photo. Oui, tout à fait. Alors après, c'est quand on arrive, c'est 2 heures avant, mettons. On voit où est le soleil, on voit à peu près quelle est sa direction, et on anticipe effectivement. Après, il n'y a pas besoin forcément de préparer à outrance ce moment. On peut le préparer éventuellement sur Internet, mais c'est du travail qui est pas forcément utile. Sauf dans des conditions très particulières où on veut faire quelque chose de très particulier, j'en reparlerai juste après. Mais oui, j'anticipe. Alors, anticipation de la course du soleil. Alors, c'est la course du soleil et les nuages, en fait. C'est-à-dire que je peux anticiper, je peux me dire, tiens, pour l'instant, la lumière est pas bonne, mais dans 10 minutes, elle risque d'être bonne, parce que le soleil va continuer à descendre en biais, comme ça. Le nuage qui est là-bas, il est en train de se déplacer vers moi, donc du coup, voilà. Et c'est là que je peux me dire que ça vaut le coup de rester ou pas, ou que ça vaut le coup de changer de spot, faire des choses peut-être plus avec le soleil dans le dos plutôt que de l'avoir directement contre soi. Donc c'est ce genre de décision qu'on prend, que je prends sur le terrain. Et ça nécessite effectivement de savoir lire le paysage, la météo, le déplacement des nuages, etc. J'ai vu d'ailleurs sur Facebook il y a pas longtemps qu'il y avait une société suisse qui donne des cours de météo pour les photographes de paysage. D'accord. Bon, je ne sais pas s'il y a besoin d'aller jusque-là, c'est toujours utile, mais après c'est un certain budget. Mais c'est vrai qu'au bout de certaines années d'expérience, on finit par acquérir cette expérience. Mais on l'a très bien vu encore une fois, et ça permet de contextualiser quand on a vu les vidéos de la masterclass. Pendant effectivement quelques journées, on a attendu l'éclaircie et tu la vois arriver très en amont, l'éclaircie, parce que les nuages se craquellent un petit peu à l'horizon. Et tu dis, effectivement, si ça continue comme ça, la course du soleil va baisser, le soleil va se refléter dans la mer et jouer au ping-pong parce qu'il va être bloqué en haut par les nuages. Et c'est ça qui va créer des conditions lumineuses qui vont être favorables à la photo et au moment photo. Ouais. Et une partie de l'improvisation, puisqu'on parle de météo, une partie de l'improvisation, alors vous avez compris que je planifie quand même pas mal, je sais à peu près où je vais être. Alors je peux rester un petit peu plus longtemps sur le spot
si j'ai pas eu la bonne lumière et si le spot vaut le coup, et en général il vaut le coup parce que c'est pour ça que je l'ai sélectionné, je peux au contraire passer moins de temps si j'ai vraiment une lumière exceptionnelle pendant à une ou deux ou trois reprises. Du coup, j'ai pas besoin de rester le jour de bonus en fait. Et je préfère l'investir dans un autre lieu. Mais je peux parfois inverser complètement l'ordre de mon voyage. C'est-à-dire que si je vois que la météo n'est pas favorable, on va dire au sud, et que je prévois de rouler 200-300 km vers le nord pour avoir un autre endroit, et qu'à l'inverse, la météo est favorable au nord, je peux dire, tiens, je vais commencer par faire le nord et je reviendrai au sud après. Ça fait partie des choses qu'il faut savoir faire, et il ne faut pas hésiter à prendre la décision. Hein. Vous êtes libre, alors en principe, si vous avez choisi une logistique qui vous permet d'être flexible, vous êtes libre de prendre des décisions de ce type-là. Il ne faut pas se gêner. Hein. Vous aurez peut-être tort de le faire, mais voilà, il y a une certaine probabilité que vous ayez raison de le faire. Est-ce que le fait, et c'est toujours c'est une question de l'œil d'Esther, de temps préparer tes sorties photos, est-ce que tu arrives quand même à conserver la magie du moment, de la lumière, etc., de la découverte des lieux, ou est-ce que ce plaisir est parfois un petit peu nuancé par le fait d'être projeté si longtemps en amont dans ce moment? Alors, bon, on a dit que l'intérêt de la préparation, c'était de construire un projet, hein, d'avoir une idée de ce qu'on veut obtenir et déjà de se plonger sur le lieu. Je veux dire que j'ai un certain plaisir à faire cette préparation à la maison. Je me dis, voilà, il y a une sorte l'excitation commence à monter, donc c'est un plaisir. Bon, ça peut être un vrai travail, ça peut durer une journée ou deux, hein, mais c'est à regarder sur Internet, etc. Et déjà, il y a un certain plaisir. C'est vrai qu'une fois sur place, il y a moins de surprises que de découvrir complètement un sujet. Maintenant, la surprise, elle vient de passer en deux dimensions, c'est-à-dire la photo imprimée ou affichée sur un écran, à une situation en trois dimensions, avec la température, le vent, les odeurs aussi, hein, les bruits, tout ça. Et ça, c'est quelque chose qu'on peut absolument pas anticiper, ni préparer. Et puis la lumière, c'est quelque chose que autant on peut mettre de son côté ou prendre des décisions pour avoir de la chance sur le terrain, autant on prend ce qu'on nous donne, hein, et ça, c'est pas du tout anticipable. Donc il y a quand même une grande partie de surprise, hein, sur le terrain. Maintenant, je regrette d'avoir un peu trop préparé mon voyage au Japon, notamment en Tokyo. J'ai fait des pages et des pages et je n'ai eu plus aucune surprise. Et là, comme on est en ville, il y a moins de problématiques de lumière. Je cherche plus. On est plutôt sur de la lumière artificielle. Donc ça m'a un petit peu gâché mon plaisir, en fait. Ouais. Là, on voit une troisième photo de Nest Point, qui est une photo avec un arc-en-ciel, en fait, qui cercle, qui entoure en demi-lune le phare. Ça, typiquement, c'est pas une photo que tu as pu anticiper avant de partir. Ça, c'est un petit bonheur de photographe quand même. Ah oui, un grand bonheur. Non, c'est fantastique. Ouais. Du coup, en plus, il y a un arrière-plan très sombre, donc le arc-en-ciel se dessine bien. Alors, non, on peut pas l'anticiper, on peut pas le garantir que ça va arriver, bien entendu. Par contre, je l'avais anticipé, c'est ce genre de ciel que je voulais avoir. Et je suis parti en novembre-décembre, ce qui est quand même pas la meilleure période d'un point de vue touristique pour aller en Écosse, mais d'un point de vue photographique, c'est une des meilleures périodes. Alors, pour la petite histoire, ça a été le mois de novembre le plus pluvieux depuis 30 ans. Et il en est tombé de la pluie. C'était apocalyptique. Je n'ai jamais été aussi. J'ai jamais eu à affronter des environnements aussi hostiles. Hein. Mais entre deux perturbations, j'avais une éclaircie. Et c'était ça qui était extraordinaire. Et ça faisait une semaine que ça durait. Donc je savais que quand je suis monté sur Old Man of Storr, par exemple, je me suis levé à 7h parce que c'était j'ai pas eu besoin de me lever à 4h, là on était vraiment très au nord et c'était en hiver. Donc je me suis levé à 7h du matin, il pleuvait des cordes.
je me suis dit, vu ce qui s'est passé les jours d'après, donc cette succession d'averses, d'éclaircies, etc., ben, je vais tenter ma chance et j'ai eu de la chance. Ouais. Ouais. Donc on peut pas on peut espérer que ça arrive, mais il faut surtout saisir sa chance, en fait. À propos de la météo, des belles heures, est-ce que tu utilises des applis pour prévoir en fonction des lieux la course du soleil afin de déterminer quelle sera la meilleure heure pour photographier un endroit et la meilleure heure à laquelle la lumière tombera le mieux en fait pour magnifier cet endroit? Non, je commençais un peu à évoquer le sujet. Bon, il existe des outils comme ça, mais c'est pas des outils qui sont très utiles dans la nature. Peut-être qu'en ville ou dans des situations très très particulières, c'est utile. Je pense notamment, alors si par exemple à Étretat, j'avais voulu photographier le soleil qui passait juste juste en dessous de l'arche, là j'aurais été obligé probablement d'anticiper ce genre d'utiliser ce genre d'outils. C'est-à-dire qu'il faut absolument que le soleil soit dans une certaine direction, à une certaine hauteur un certain degré de hauteur dans le ciel. Et bon, ça arrive pas, ça arrive quoi, deux fois dans l'année. D'ailleurs, pour les Parisiens, le soleil se couche en plein milieu de l'Arc de Triomphe, à peu près autour du 8 août, si je me trompe pas. D'accord. Maintenant, ça c'est quelque chose qui est connu, il n'y a pas besoin d'un outil, mais si on veut photographier ce genre de choses, là on a besoin d'outils plus précis. Et honnêtement, là ce serait aller un petit peu trop loin dans la préparation. Voilà, de toute façon j'avais choisi le novembre, j'ai choisi l'hiver, la fin de l'automne, l'hiver. Bon bah voilà, c'était j'avais la course du soleil que j'avais. Est-ce que il y avait une question peut-être avant. Oui, petite question de Thierry Vidard qui nous demande si tu ne peux pas maîtriser l'heure à laquelle tu arrives sur un lieu pour X raisons. Tu arrives à 14h ou à des heures qui sont vraiment pas celles des meilleures lumières. Est-ce que dans ce cas tu photographies quand même en te disant je vais pouvoir passer la photo en noir et blanc, si jamais la lumière n'est pas très bonne, ça atténuera un petit peu? J'ai cru que tu allais dire je vais la retraiter sur Photoshop pour faire quelque chose. Non. Ça jamais. Alors en noir et blanc, c'est pas une habitude que je prends, mais c'est parce que je suis plutôt orienté couleur, je pense que vous avez compris. Et mais effectivement, quand la lumière est pas bonne, on peut encore faire du noir et blanc, puisque le noir et blanc, on travaille plus sur les. Quand je parle de bonne lumière, c'est une lumière qui est oblique, qui est colorée, et quand elle est pas bonne, du coup, elle est moins colorée. Du coup, le noir et blanc a tout son sens. Maintenant, quand j'ai fait là, c'était après mon voyage, après notre voyage à Étretat, je suis tombé par hasard sur des photos que quelqu'un avait prises à Étretat, et je les ai trouvées drôlement bien. Alors c'est totalement différent du style que j'ai, mais c'était des tons très pastels, sous une lumière tamisée, et j'ai trouvé que c'était pas mal aussi. Donc moi je vous parle de ma pratique, mais il y a d'autres. On peut aussi faire des choses différentes. D'accord. Pendant tes voyages, est-ce qu'il t'arrive de faire appel aux locaux, les personnes qui vivent là sur les lieux, pour essayer de trouver des endroits peut-être un peu plus insoupçonnés? Est-ce que ça t'est déjà arrivé? Alors ça m'a traversé l'esprit, et j'ai dû le faire une ou deux fois. En réalité, les locaux, ils connaissent pas vraiment ils connaissent pas bien. Enfin, ils le connaissent d'un certain point de vue. C'est-à-dire qu'un berger, un éleveur, il va connaître les bonnes terres, il va connaître des choses comme ça, les points d'eau éventuellement, mais il connaîtra pas il sait pas forcément ce que je cherche. Je vais parfois avoir du mal à lui expliquer. Donc non, j'ai constaté que c'était pas utile et pas pas efficace en fait. En revanche, je me sers de l'expérience des locaux. Il y a souvent dans des endroits, alors comme en Écosse ou des endroits sympas, même y compris à Étretat, il y a souvent des artistes qui exposent, qui ont une galerie photo. Et je me gêne pas pour regarder ce qu'ils ont fait eux sur place, eux qui sont des locaux et qui connaissent très très bien l'endroit. Donc ça permet de faire un repérage complémentaire. Et je regarde également les cartes postales. Alors non pas parce qu'elles sont belles, en général les cartes postales c'est pas fait c'est fait pour montrer un endroit où il y a du soleil, etc., pour donner envie de venir.
aux touristes moyens, on va dire. Et en général, elles sont pas très bonnes, mais ça donne une idée de type de photos qu'on peut faire et des différents points de vue. Donc je me sers des ressources locales, mais qui sont pas forcément les habitants. Et du coup, donc tu photographies beaucoup en solo. Tu éprouves beaucoup la solitude lors de tes voyages? Je la ressens. Non, déjà ça me gêne pas d'être seul. Je pense qu'il y a des gens qui peuvent que ça peut qui ça peut ne pas convenir, mais moi ça me va. Et j'ai presque besoin de ça en fait parce que ça me permet de faire un peu, de me concentrer sur mon sujet, de peut-être d'être plus à l'écoute de ce que je ressens et d'essayer de le faire passer dans mes photos. C'est quelque chose que j'ai plutôt tendance à rechercher. Alors il m'est arrivé de faire des photos en groupe. C'est bien aussi, on rigole, on fait on s'échange des trucs et astuces, mais c'est vrai que c'est plutôt une contrainte pour moi. Alors, il y a des endroits comme la Laponie ou le Spitzberg, par exemple, où je suis allé, qui sont tellement peu accessibles que là, voyager seul, c'est juste même pas possible. Au Spitzberg, il faut avoir un port d'armes pour se balader tout seul. Donc, t'avais dit parce qu'il y a des ours qui traînent dans le coin et là, c'est des ours, hein, c'est ça? Oui, il y a des ours qui ont plutôt tendance à avoir faim par les temps qui courent. C'est ça. Donc non. Et là, pas besoin d'avoir de Kit Kat, ça sert à rien. Non. Ça, bon, okay. Ils en mangent pas en fait, en vrai. On a vu un petit peu là, on a brossé un tableau pour tout ce qui est repérage, un petit peu planification à la maison, repérage sur le terrain. Maintenant, on va parler un petit peu plus précisément des techniques de prise de vue. On l'a vu quand tu fais une prise de vue au moment de la photo réellement, tu poses systématiquement ton pied, quand bien même des fois la luminosité te permettrait de photographier à main levée. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi? Alors, je pose mon trépied parce que ça. Alors, je photographie dans un premier temps à main levée parce que ça me permet de peaufiner le cadrage. Et ensuite, j'affine le positionnement du trépied en fonction du cadrage que j'ai choisi. Est-ce que c'était ta question? J'ai un doute là. Du coup, j'ai eu. Non, en fait. On peut peut-être commencer par une autre question. Attention, il y a quelques marées qui a bougé. Pardon. Dans tes photos, est-ce que généralement tu cherches à avoir une large zone de netteté dans tes photos de paysage systématiquement? C'est peut-être que c'est induit par la photo de paysage, mais... Oui, alors la photo de paysage, effectivement, rime avec profondeur de champ élevée, c'est-à-dire zone de netteté élevée. Parce qu'on inclut généralement ce qui est conseillé, on peut faire tout ce qu'on veut et faire notamment autrement, mais c'est quand même conseillé d'inclure un premier plan. Ça permet en fait aux spectateurs de rentrer dans l'image et ça permet de rendre hommage finalement au paysage en lui rendant sa dimension. Ça permet vraiment de rendre la grandeur du paysage. Donc quitte à inclure un premier plan, autant qu'il soit net. Le premier plan soit net et que l'infini soit net également. D'accord. Donc s'il y a une zone de netteté qui est importante, si tu photographies dans des conditions lumineuses relativement faibles, tu vas avoir des temps de pause qui sont forcément assez longs. C'est ça. Alors le trépied, l'utilisation du trépied est rendue en général nécessaire par la basse lumière et par le fait que on ferme le diaphragme pour obtenir une profondeur de champ élevée et que par conséquent ça limite encore davantage la lumière qui arrive au capteur. Donc là le trépied devient carrément indispensable. Il y avait un autre point aussi, on a vu que tu y prêtais quand même vachement attention pendant la masterclass, c'est ce qui concerne le positionnement de l'horizon. Tu fais très attention à ce que l'horizon soit horizontal. Tu peux nous en dire quelques mots aussi là-dessus? Alors, là encore, c'est des règles pour lesquelles il y a des exceptions. D'ailleurs, je crois que c'est une des photos les plus réussies de la masterclass. J'ai positionné l'horizon à la moitié pour obtenir une symétrie entre l'aiguille en fait qui se reflète dans l'eau. Donc, il y a des exceptions. La symétrie en est une. La règle, c'est encore, faut encore le répéter, mais c'est la règle des tiers. Spontanément, quand on photographie, que ce soit un portrait ou quoi que ce soit, on a tendance à mettre le sujet au milieu.
Et d'ailleurs, tout vous invite à le faire, puisque l'autofocus, le capteur d'autofocus, il est en général au milieu. Donc on a tendance à mettre la mise au point en fonction à mettre le sujet au milieu pour faire la mise au point, etc. Donc, mais en général, ça crée des images qui sont déséquilibrées. Donc la règle des tiers invite le photographe à positionner l'horizon soit au premier tiers inférieur, soit au tiers supérieur. Et il fera son choix en fonction de l'intérêt que peut représenter le ciel, par exemple. Si le ciel... Parce que mettre l'horizon au premier tiers, ça veut dire avoir 2 tiers de ciel, bien entendu, dans la photo. Donc, on le fait si le ciel a un intérêt. Si le premier plan a un intérêt, on va plutôt tendance à faire l'inverse. Donc, c'est un choix qui est dicté par rapport aux règles de la composition, mais surtout par rapport à ce qu'on trouve sur le terrain. Et donc, du coup, pour ajuster ça, forcément, un pied, ça aide, parce que ça évite de tout le temps bouger avec sa main. Tu utilises aussi, toi, un niveau à bulle. Quand tu l'as perdu, on a vu que tu avais utilisé aussi, dans certains boîtiers, il y a une option qui permet d'avoir... de régler l'horizontalité de l'horizon. Un indicateur pour régler ça. Oui, il y a un niveau électronique, effectivement, parce qu'il y a un capteur de mouvement un peu comme sur les téléphones portables, les smartphones, et ça permet effectivement, alors j'aime moins l'utiliser parce que ça nécessite d'appuyer sur 2-3 boutons en plus, et puis ça consomme de la batterie. Mais je l'utilise effectivement, ouais. Mais c'est pas plus précis que le niveau à bulle, Moi j'aime bien mon niveau à bulle, quand même. Ouais. Le parallèle est un peu hasardeux, mais Jean Turcot, lui, dans ses photos en studio, que ce soit sur le nu ou le portrait, il va chercher à produire sur place le négatif le plus propre possible. Vraiment le fichier le plus propre. Toi aussi, on voit que tu portes une attention, par exemple, extrêmement minutieuse à ne pas avoir de risque de bouger en enroulant parfois la dragonne de ton appareil photo autour du trépied pour qu'il n'y ait pas de prise au vent. Le but étant d'avoir un fichier le plus propre et le plus piqué possible. Oui, aujourd'hui, on a des capteurs qui vont jusqu'à 30, alors là je parle pour des pleins formats, 30 mégapixels. On a des objectifs qui permettent d'exploiter ces pixels-là, donc qui sont de plus en plus chers. Et donc ce serait bête sur le terrain de faire d'avoir une photo qui est un petit peu le fou parce que l'appareil a bougé pendant l'exposition. Alors maintenant, il y a bouger et bouger. Si elle est complètement ratée, on la reprend, mais on peut ne pas s'apercevoir d'un bouger en fait. Donc, ce qui peut être intéressant. Enfin, ce qu'il faut comprendre, c'est l'origine du bouger. Alors, l'origine, c'est l'instabilité du trépied, et puis c'est le déclenchement. Quand vous déclenchez, même sans vous en rendre compte, et même si vous le faites très doucement, vous allez forcément faire bouger l'appareil photo. Et ça, c'est un problème. Donc, on résout assez facilement avec un déclencheur à distance. Et une chose qui est moins connue, c'est que le miroir aussi, c'est qu'un réflexe, il y a un miroir qui permet de faire passer la lumière jusqu'au viseur, qui est pas en face, qui est pas dans l'alignement, parce que dans l'alignement c'est le capteur, donc du coup, il y a un petit détournement là, de la lumière via le miroir, et au moment de prendre la prise de vue, le miroir se lève. Et c'est des appareils photo qui peuvent prendre des images à un 3 millième ou un 4 millième ou même un 8 millième de seconde. Donc vous imaginez la puissance, rapidité en fait qu'il faut mettre dans le miroir pour qu'il se lève des dizaines de fois par seconde parfois. Donc une fois qu'il est levé, il bute en fait, et là ça crée vraiment une vibration qui est perceptible pendant au moins une demi-seconde quand même. Donc on l'a vu dans la première soirée qu'on a passé, le premier chapitre de la masterclass. Tu prends soin de relever le miroir avant de prendre la photo, en fait, dans ces cas-là. Oui, tout à fait. D'ailleurs, je m'étais aperçu que j'avais oublié parce que j'avais vérifié. C'est toujours quelque chose qu'il faut faire. Il faut vérifier. Vous pouvez zoomer avec. Il y a des touches de raccourci en général qui permettent de faire un x10 par exemple sur une image. Vous pouvez lire l'image, appuyer sur la petite loupe en général. Et vous voyez directement si la photo est nette. Et si même ne serait-ce qu'un micro flou de bouger, reprenez-la. Ça coûte rien. C'est pas parce qu'il y a
outils d'accentuation dans Photoshop qu'il faut les utiliser. Encore une fois, un peu comme Jean Turcot, tout doit être fait sur le terrain. Parce que plus on retarde le moment de réussir la photo, moins on a de chances de les réussir. Hein. Ouais. Une autre question de Thierry et qu'on va pouvoir contextualiser avec la photo dont tu parlais, qui a été prise à la fin de la masterclass sur la plage de Jambourg. On est dans des conditions de lumière qui sont quasi nulles. On n'y voit rien. Thierry demande si tu as des astuces pour faire la mise au point à l'infini dans des conditions comme ça de très faible luminosité. Ouais, c'est un souci. Effectivement, la mise au point est un souci, notamment dans la photographie de nuit en général. Quand je photographie des aurores boréales, j'ai commis l'erreur, et en plus j'étais en argentique, donc je m'en suis aperçu qu'une fois à la maison, donc j'étais un petit peu déçu. J'ai commis l'erreur de régler manuellement en fait la bague de mise au point sur infini, parce que sur certains, la plupart d'ailleurs des objectifs, vous avez 1 mètre, 2 mètres, 5 mètres, 10 mètres, l'infini. En fait, ça marche pas, je sais pas pourquoi, et quand on met sur l'infini, c'est flou. Voilà. Et y compris une étoile qui est au loin, elle est floue, alors qu'on a fait la mise au point sur l'infini. Alors, ce que je fais, c'est que, il faut comprendre comment fonctionne l'autofocus. L'autofocus fonctionne en comparant, on va dire, 2 pixels ou 2 zones de l'image qui sont très contrastées. Il fait une triangularisation, bref. En tout cas, il a besoin d'une zone très contrastée pour accrocher, en fait. D'ailleurs, quand on dit, quand un autofocus a du mal à faire de la mise au point, et c'était vraiment le cas ce soir-là, il va patiner. Il accroche rien du tout, donc il va patiner et puis il trouve rien. Donc ce que je conseille, c'est de viser une étoile, en fait, s'il y en a, ou de viser un lampadaire au loin, ou de viser un reflet dans l'eau. Et donc rechercher une zone de contraste, et là en général il arrive à faire la mise au point. Dans un cas extrême, si vraiment on n'arrive pas et qu'on a quand même besoin d'avoir une grande profondeur de champ, parce que faire une mise au point sur un lampadaire qui est au loin, ça veut dire faire la mise au point sur l'infini. Et on a vu tout à l'heure que c'est plutôt au tiers qu'il faut faire la mise au point. On peut utiliser une lampe torche et donc éclairer effectivement une zone, la zone de mise au point souhaitée, et puis là l'autofocus va accrocher. Donc sur la mise au point, ok. En termes de, on est toujours sur les réglages de balance des blancs. Tu es en balance des blancs fixe, variable. Est-ce que tu as un réglage fixe? Fixe. Alors quand on dit fixe, il faut ça peut être du fixe en disant lumière du jour, lumière tungstène ou ce qu'on veut. Là, elle va rester fixe, parce que si vous faites une photo en intérieur en tungstène et puis que vous sortez, elle va pas changer toute seule. Donc ça c'est fixe. Mais moi ce que j'utilise c'est fixe, et je vais même aller plus loin, c'est fixe et manuel, dans le sens où je règle moi-même la température de couleur. D'accord. Et je la règle en fait sur les. Alors autrefois la pellicule Velvia que j'utilisais quand c'était une diapo était réglée en 5400 je crois, 5400 Kelvin, qui correspond à une lumière un peu bleue des pays du Nord. Donc je me règle à peu près voilà. Et ce qui permet finalement, quand on voit une couleur évoluer ou une lumière qui va avoir une certaine température de couleur, ça permet de la conserver. La balance des blancs va faire la priorité aux blancs. Donc si elle repère quelque chose qui doit être blanc, ou si elle repère une dominance en fait, une dominante de couleur, la balance des blancs, l'appareil photo va supprimer cette dominante de couleur. Alors c'est exactement c'est l'inverse qu'on veut faire quand on fait une photographie de paysage. Il faut surtout pas se mettre en automatique. Maintenant, si vous photographiez en RAW, vous avez quand même la chance de vous récupérer en post-production, au moment de dérotiser, parce que l'appareil prend tous les types de réglages possibles. Donc vous pouvez rebasculer en fixe et en choisissant la température de couleur. D'accord. Autre question, toujours un peu dans la technique. Quel mode d'exposition est-ce que tu utilises, toi? Est-ce que c'est plutôt le matriciel? Est-ce que c'est le spot? Je suis en matriciel pondéré. D'accord. J'ai constaté que ça correspondait à l'essentiel des sujets, à la fois paysage et à la fois
portrait éventuellement si au passage j'en fais. Le portrait ou détail, je peux faire des détails, donc j'aime bien parce que c'est assez versatile et ça permet de faire beaucoup de choses. Et je m'amuse pas à changer en spot parce que du coup dès qu'on est en spot ça devient un peu compliqué. Ouais, c'est pour les cas particuliers. Alors il y a un outil qui est ton compagnon indispensable sur les prises de vue en paysage, c'est le filtre. C'est quelque chose que tu utilises systématiquement. Ou presque. Est-ce que tu peux nous parler de l'importance du filtre dans la photo de paysage ? Alors le filtre, il y a deux filtres. Il y en a plusieurs. Il y a plusieurs, il y en a potentiellement une infinité. Bon, on a passé l'époque très kitsch des années 80 où on avait les filtres coquins qui faisaient rajouter des étoiles, qui rajoutaient des choses très moches. Ça fait beaucoup de mal à la photo. On a passé cette époque-là, mais il reste quand même pas mal de filtres. Mais les deux qui seront réellement indispensables, c'est le filtre polarisant, qui a la particularité de supprimer la lumière polarisée, alors qu'on trouve dans le ciel notamment. Si vous voyez des photos avec un ciel bleu marine, c'est parce qu'un filtre polarisant a été utilisé. On voit d'ailleurs une photo, pardon, excuse-moi, je t'interromps, mais on a mis une photo qui est issue du guide. Tirée du guide, avec une lumière, avec une photo avec le filtre polarisant réglé à son maximum. Ouais, donc c'est une photo avec il y a un drapeau français, je crois, avec des. Ouais, alors il y a un drapeau français, ouais. Il y a avec et sans. Là, on voit tout de suite l'effet que ça donne. Et ça, sur Photoshop, à la limite, on peut, pour ce qui est du ciel, on peut encore le récupérer, mais du coup, on risque d'obtenir des choses qui ne sont pas forcément très naturelles. Là, vous avez le résultat, c'est la couleur naturelle moins la lumière polarisée. Donc, c'est pourquoi le ciel est plus sombre, c'est tout simplement parce qu'on a retiré la lumière polarisée. Donc, on a retiré de la lumière, une quantité de lumière, donc le ciel devient plus sombre. Et il y a un deuxième effet du polarisant qui est assez magique, c'est qu'il supprime les reflets. Ouais, c'est ça dont je voulais te parler là. Ouais. Alors quand vous pouvez faire l'essai, quand vous avez vous voulez photographier quelqu'un à travers une vitrine ou une vitre ou un pare-brise de voiture, vous voyez rien parce que il y a un reflet. Reflet du ciel par exemple, vous mettez le polarisant, vous le tournez de manière à le mettre en position maximum, et tout d'un coup, non seulement le reflet, mais même la vitre disparaît et vous voyez tout ce qu'il y a derrière. Alors que même à l'œil nu, on le voit pas. Ça, c'est un effet absolument magique qu'on peut utiliser sur toutes les surfaces réfléchissantes. À la différence des métaux, là, des chromes sur une voiture, ça fonctionne différemment. Mais disons la mer, une rivière, ou des choses comme ça, ça permet de voir ce qu'il y a en dessous, de supprimer des reflets, d'avoir une image plus dense. Ça fonctionne également sur la verdure, sur les feuilles d'arbres, etc. Là, vous allez avoir un vert très, 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 très prononcé. Pour les personnes qui ne connaîtraient pas ces filtres-là, si je me trompe pas, en fait, ça se fixe sur l'objectif. Et ensuite, là, nous, ce qu'on a montré, c'est qu'il y a 100 et au maximum, mais c'est quelque chose dont on peut régler le niveau en fonction de l'envie, de l'effet recherché, quoi. Il suffit de le tourner, c'est un filtre qui permet de il est en deux parties. Il y a un filetage qui est fixe en fait sur l'objectif et puis il y a un petit je sais pas, déroulement en but, je sais pas comment ça marche, on peut tourner en fait la deuxième partie de l'objectif du filtre pour obtenir l'effet qu'on veut. Alors on n'est pas obligé de le mettre au maximum, on peut. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'on voit directement le résultat dans le viseur, donc on peut, en fonction de ce qu'on veut obtenir, on peut accentuer plus ou moins l'effet. C'est quelque chose qu'on voit beaucoup utiliser sur le terrain pendant la masterclass. On a un deuxième filtre qui est le filtre dégradé. Alors on montre deux autres photos, pareil, sans et avec le filtre. On pourrait penser que l'effet est le même que le filtre polarisant comme ça à première vue, mais en fait non. Alors en réalité, je pense que pour ce type d'image, le filtre polarisant suffisait parce que le filtre polarisant a un effet très prononcé en milieu de journée. C'est là qu'il y a le plus de lumière polarisée. Et en fait, il n'y a pas besoin de mettre de filtre dégradé. D'ailleurs, ça a la fâcheuse tendance de tout assombrir, y compris les nuages blancs. Que là, on voit l'effet, mais en gros, c'est pas forcément à conseiller en pleine journée quand il y a des nuages blancs comme ça. Alors, le filtre dégradé, il permet de s'affranchir d'une contrainte technique qu'on observe, à laquelle on est confronté sur le terrain, qui est que le ciel, en général, est beaucoup plus clair que le premier plan.
la dynamique des capteurs, même si elle a progressé grandement ces dernières années, c'est-à-dire la capacité des capteurs à saisir à la fois en une seule prise de vue, là je parle pas de HDR et de compagnie, mais en une seule prise de vue, de saisir des détails dans les zones d'ombre et dans les zones très claires, cette dynamique n'est pas suffisante. Donc il faut aider l'appareil photo à prendre la photo en interposant finalement devant l'objectif un filtre dégradé qui va se positionner plus ou moins haut en fonction de l'endroit où vous avez positionné l'horizon, par exemple, et qui va retirer de la lumière de manière à équilibrer les différentes zones de l'image. Il est neutre parce que il ne fait que bloquer de la lumière, il ne rajoute pas de couleur en principe, et il est dégradé parce que le haut du filtre est plus foncé que le bas en fait. D'ailleurs le bas il n'y a aucun c'est un peu comme c'est une vitre fumée en fait, c'est un plastique fumé. En bas il n'y en a pas, en haut il y en a beaucoup et progressivement ça s'arrête vers le milieu en fait en général. On t'a vu donc il y a effectivement cette utilisation pour obscurcir un ciel qui serait plus clair que le premier plan. On t'a vu à un moment dans la masterclass mettre un filtre, voire 2 filtres pour obscurcir l'image et en fait pour gagner du temps de pause. Tu voulais, je crois, avoir une mer en pause longue pour avoir le mouvement du ressac. Et c'était pas une photo qui était possible puisque les temps de pause tout simplement étaient trop courts. Tu as donc utilisé des filtres pour obscurcir et gagner du temps de pause. Oui, absolument. Les filtres. Alors, justement, là, tu parles d'un filtre neutre également, parce qu'il ne fait que bloquer de la lumière, et en principe, alors, sauf les filtres coquins qui ont une fâcheuse tendance à rajouter du violet, mais en principe, ils sont complètement neutres. Alors, le violet qu'on peut supprimer assez facilement en remettant du vert en post-production, mais c'est quand même bête de faire ça, d'avoir à faire ça. Mais ils ne font en fait que retirer de la lumière. Et ils ont la particularité de ne pas être dégradés, puisque en fait, la même quantité de traitement en fait est appliqué sur l'ensemble du filtre et ça permet de bloquer de la lumière. Alors ce sont des filtres qui pour certains notamment au ND400 on voit quand même encore à travers, mais il y a des ND1000 donc Neutral Density 1000 qui bloquent. Alors là on voit même, il est tout noir, on voit même pas à travers. Et là ça devient un peu compliqué pour prendre des photos. Il faut parfois des calculateurs d'exposition dont il existe certaines versions sur smartphone pour calculer la durée d'exposition et d'éviter une sous-exposition ou une surexposition. Mais effectivement, on peut vouloir, parce qu'on a choisi d'avoir non pas parce que c'est une contrainte de l'environnement, mais parce que, y compris en pleine journée, quand il y a quand même encore pas mal de lumière, quand on veut avoir un flou de bouger intentionnel, un flou de bouger du sujet, non pas de l'appareil photo, bien sûr. Alors c'est le cas du très très célèbre des cascades. Quand on veut une cascade dont on voit disparaître les détails, eh bien on peut utiliser ce genre de filtre. On avait parlant de filtre, on avait une petite question d'un abonné qui demandait si tu utilisais plutôt, alors ça c'est plus pour les connaisseurs, mais des kits de filtres soft ou hard. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Là, on parle de la transition, donc le filtre est dégradé parce que il y a une certaine transition qui se fait entre le gris très foncé et puis le translucide, donc aucun traitement. Et moi, j'utilise plutôt une transition progressive parce qu'il est plus facile de laisser. L'autre, c'est une transition qui se fait sur 1 centimètre, par exemple. D'accord. Et là, du coup, il est risqué. Enfin, on voit le filtre beaucoup plus facilement. La transition étant moins naturelle, on peut tendance l'effet peut être quand même très très prononcé. L'autre intérêt que je trouve au filtre dégradé, dans la mesure où j'utilise d'ailleurs un filtre, alors chez Coquin c'est ND 0.9, donc c'est un des plus foncés. Alors le haut est très foncé, mais le milieu ou le tiers en fait du filtre, il équivaut à un ND 0.6, donc c'est moins fort. Voilà, en gros ça me permet d'avoir 2 filtres en un seul en fait. D'accord. Okay. Donc ça me va. Mais effectivement, ça peut être utile d'avoir d'autres filtres pour quand l'horizon est très bien horizontal pour le coup, parce que le filtre à transition courte, donc hard,
il y a intérêt à avoir un horizon qui est horizontal et de pas avoir de montagne, une chose comme ça, parce que c'est du coup totalement inutile. Ok. Abordons la dernière questions partie, ou 2-3 petites questions pour aborder la post-production pour terminer. Toi, tu commences par traiter tes fichiers bruts sur DPP, Digital Photo Professional. Ouais. C'est un choix qui a étonné certains des internautes, des abonnés, puisque après tu utilisais Photoshop et qui se demandaient pourquoi tu n'utilisais pas en fait Camera Raw directement. Par mes connaissances, sans aucun doute. Je sais pas si c'est mieux. S'ils ont l'air d'être étonnés, c'est que ça a l'air d'être peut-être mieux, je sais pas. D'autant que tu me disais effectivement en préparant que le Photoshop, là, donc le dérotiseur, c'est Camera Raw, ça, il reconnaît également les objectifs, paraît-il. Ouais. Non, c'est simplement une habitude que j'ai prise. Peut-être à une époque où justement le Camera Raw ne reconnaissait pas les objectifs. Alors il y a certainement des gens, beaucoup d'ailleurs, qui seront plus férus de techniques informatiques notamment que moi. Moi je vous montre, et peut-être par le contre-exemple, qu'on n'est pas besoin d'être un expert pour réussir ces photos. J'ai vu récemment, parce que tu me parles de post-production, un tutoriel, peut-être qu'il y a des gens, j'ai d'ailleurs fait un commentaire parce que ça m'agaçait un peu, de quelqu'un qui prenait une photo ratée et qui la triturait dans tous les sens et qui arrivait à faire un truc qui finalement était pas trop mal mais qui manquait quand même de naturel, il faut avouer. Moi j'ai fait le tout pour réussir la photo sur le terrain, et parce que d'une part je sais pas forcément faire autrement dans Photoshop, et puis parce que c'est du temps que je passerai qui est moins agréable, je trouve. C'est marrant, c'était la dernière question que j'avais mis de côté là-dessus, c'était de te demander si le travail de post-prod t'intéressait autant que le moment de la prise de vue. On connaît déjà un peu la réponse à t'avoir suivi. En fait, ce que je trouve intéressant derrière, c'est que on a fait des interventions au salon de la photo. On a eu certaines personnes qui nous demandaient si les filtres, c'est des choses qu'on pouvait effectivement rattraper en post-production, ce genre de choses. Éventuellement, c'est possible. Après, comme tu dis, il vaut mieux le réussir. Il y a aussi un aspect, moi, je trouve intéressant en te voyant faire, qui est non négligeable. C'est juste le plaisir de la pratique photo. C'est-à-dire que est-ce qu'on a envie de passer du temps devant son ordinateur ou est-ce qu'on a envie de passer du temps dehors à faire de la photo, sachant que quand on n'est pas dans une contrainte professionnelle où il faut que des choses soient rendues et qu'il y ait des contraintes de productivité, qu'on fait ça juste pour son plaisir, la pratique de la photo en dehors du résultat final qui est effectivement, c'est ce qu'on cherche, c'est tout le sel de la pratique, mais juste le plaisir qu'on tire à partir tout seul, voyager pour aller faire des photos, je pense que c'est peut-être un des points importants. Oui, et en fait c'est important aussi. C'est pas parce qu'on peut le faire après qu'on doit le faire après. Ouais. Je pense que la photo, alors déjà, j'en ai déjà parlé, la photo à mon avis est réussie. Certaines photos, celles qu'on peut anticiper, elles sont réussies dès la préparation, avant même d'arriver dans le pays ou dans la région, parce qu'on l'aura imaginé, on l'aura préparé, on aura le matériel qu'il faut. Et moins on fait ce travail, il faut tout faire pour le faire, ce travail en amont. Mais on peut, si on a le choix, autant le faire en amont ou sur le terrain. Parfois on a oublié de le faire ou on n'avait pas le filtre, on peut le faire après. C'est pas toujours possible d'ailleurs, quand le contraste est trop important, le filtre on n'arrivera pas à le simuler, vous perdrez des détails dans le premier plan ou dans le ciel, de toute façon. Donc c'est pas toujours possible, mais même quand c'est possible, à mon avis, il faut le faire sur le terrain, parce que déjà il y a un plaisir intellectuel à réussir les photos naturellement, on va dire, plutôt que de mettre des colorants, de rajouter des trucs. Et puis aussi parce que sur le terrain, vous prenez des décisions qui sont en accord avec ce que vous ressentez sur le moment, en fait. Donc c'est des choix que vous faites parce que vous êtes sur le terrain, que le terrain vous renvoie, vous fait éprouver un certain nombre de sentiments, de choses comme ça, et que il faut prendre les décisions techniques de mettre un filtre ou pas, de mettre un ou deux, de faire des photos sages ou agressives ou plus costaud. Ça c'est une décision qu'on prend sur le terrain et qui est à mon avis d'autant mieux prise
qu'on est en contact avec ses propres émotions. Alors une fois devant l'ordinateur, sauf je pense quelques geeks, je pense qu'on a quand même beaucoup moins d'émotions de ce type. Hein. Mais on le voit bien, on a un des chapitres de ta masterclass était intitulé Chasseur de lumière, et c'est vrai que moi c'est le sentiment que tu me donnes et que j'ai eu à te voir. Il y a une préparation, il y a un certain état d'esprit sur le terrain qui amène à la construction de la photo, mais c'est et du coup une certaine jouissance probablement à réussir à avoir une image que tu as anticipée, que tu as chassée et que tu as poursuivie en fait, quasiment. Oui, ça fait partie du plaisir de la photographie en plein air. Et au-delà de ça, c'est du temps que ça permet de faire un peu de sport, de se dépenser, de se confronter aux éléments. Et tout ça, c'est une... voilà, je crois que c'est la dernière fois que je mentionnais le golf. J'en ai fait un tout petit peu quand j'étais en Irlande. C'est un sport de plein air, c'est drôlement agréable. Et la photo de paysage, c'est un loisir de plein air. Donc autant tout faire pour le garder tel quel. D'accord. Et un petit mot pour finir sur la post-prod. Donc au final, pour résumer, ce que tu essayes de faire, toi, c'est de réaliser des photos sur lesquelles tu auras le moins de travail possible ensuite à faire quand tu es chez toi. C'est vrai que pour contextualiser, moi ce que je trouve intéressant avec tous les photographes qu'on a suivis, c'est-à-dire qu'en dehors des compétences, on va dire, de retoucheur en informatique, chaque photographe en fait intègre la post-production en fonction de ses attentes et de la place qu'elle a envie de lui laisser dans sa pratique photo. C'est-à-dire que toi, Frédéric, quelque chose qui t'amuse pas, tu préfères affiner des techniques de prise de vue, travailler avec les accessoires photo, ce genre de choses sur le terrain. On a suivi Sophie, qui est là en ce moment, qui elle se sert de la post-production beaucoup pour réinterpréter ses sujets. Donc c'est une deuxième étape. On a suivi Richard Ventilk en photo de nuit, où lui fait parfois des photos montage. Ça va être encore une autre pratique. Et Jean Turcot, Ilan en parlait tout à l'heure, qui, pendant la prise de vue, en fait, cherche pas à réaliser la photo finale, va faire ce qu'il appelle un négatif parfait. Donc, c'est une photo avec beaucoup d'informations qu'il va pouvoir finaliser en ajustant un peu les lumières, tout ça en post-prod. Donc, je trouve ça toujours très intéressant, en dehors d'être un espèce de gourou Manitou de la post-production, de se poser la question, et c'est en voyant toi, par exemple, travailler, de la place qu'on laisse à ces outils, comme pour les appareils photo, c'est-à-dire de choisir son matériel, mettre en place entre guillemets un espèce de flux de production en fonction des images qu'on a envie de réaliser. Et à partir du moment où on n'est pas dans une démarche professionnelle, c'est vrai qu'on peut se laisser la latitude en plus de vagabonder, d'utiliser des outils pas forcément les plus optimaux, mais à partir du moment où on a les photos qu'on cherche, le résultat est là, quoi. Oui, tout à fait. Alors moi, je parle de ma pratique. Je n'oblige personne à suivre mes conseils, mais je trouve que la photographie de paysage, un peu comme la photographie animalière, est quand même un domaine où on se doit, je pense, d'avoir une certaine éthique, parce qu'on rend compte de la nature quelque part. Donc, je trouve que c'est bête de torturer la nature sur Photoshop. D'autant que c'est quand même très très difficile. Plus on fait du post-traitement, plus c'est difficile d'avoir un résultat naturel. J'ai vu récemment dans le tutoriel que je voyais que la personne a quasiment rajouté des traits de lumière dans le ciel, parce que pour le réussir et avoir l'air que le rendre naturel, à mon avis, c'est pas dans ce cas, on peut même rajouter un arc-en-ciel et voilà, c'est plus la même c'est plus la même chose. Alors, d'ailleurs, je critique pas le commentaire que j'avais fait. Quelqu'un l'ont lu, je critique pas, mais c'est plus de l'info, qu'on appelle ça, de l'infographie, ou l'imagerie que de photo. Mais je condamne pas, tout dépend de l'usage qu'on va en faire, de ce qu'on aime faire. Je juge pas, moi je parle de ce que je fais. Non, mais ce qu'on essaie de retranscrire à chaque fois qu'on suit un artiste photographe, c'est de montrer justement la cohérence, que ce soit dans les techniques photo, jusqu'à même dans l'utilisation de la post-production, des outils de retouche qu'ils ont par rapport aux images qu'ils font. Et c'est ça qui permet de se positionner, de se questionner et de confronter un peu les choses. C'est pas d'avoir une espèce de truc absolu. Voilà. Enfin bref, en tout cas, on arrive au bout. Voilà. Si vous avez encore des questions, des petites choses, je crois qu'il y a le photoclub de Fronton qui est avec nous ce soir, donc j'en profite pour les saluer.
et faire un petit coucou. En tout cas, en attendant, voilà. Donc là, on a parlé. Nous sommes dans nos locaux entre guillemets. En attendant de trouver un joli fond rouge. C'est ça. On attend de trouver un endroit un peu plus chaleureux. On a suivi Frédéric donc sur le terrain. À Etretat, comme on l'a dit plusieurs fois. Tout ça est disponible sur notre site, studio-gimini.fr. Sur la page Facebook, tout ça, vous allez trouver les infos, ou tapez notre nom sur Google. Vous pourrez le voir sur le terrain si ça vous intéresse de voir la mise en pratique concrète de tout ce qu'on raconte. Il y a un guide aussi de 200 pages qui rentre dans le détail. On parlait des filtres, ça vous explique un peu tout ça. Frédéric a fait un gros boulot là-dessus. C'est assez chouette. C'est un livre de référence qui a été édité et qui a été mis à jour pour édité chez Pearson et qui a été mis à jour pour la masterclass là, qui est vraiment une somme. Je crois que vraiment avec ta masterclass, en termes de vidéo, en termes de contenu, avec le livre, on a je crois qu'on a vraiment un contenu qui est sans équivalence sur la photo de paysage. Je pense qu'il restera peut-être plus que. Enfin, il faut après que chacun sorte faire des photos. C'est ça. Ce qu'on veut, c'est mettre le pied à l'étrier. C'est ça qu'on cherche à faire. Nous, on veut être un facilitateur d'expérience. Effectivement, on travaille avec des artistes photographes qui ont un univers fort. En s'inspirant de leur technique, on va apprendre plein de choses en termes de technique, en termes de regard. Effectivement, pour devenir photographe et pour s'améliorer en photographie, il faut photographier. Alors ça peut être intéressant après, une fois que les photos ont été réalisées grâce aux conseils qu'on a donnés, peut-être qu'on pourra organiser une lecture de portfolio ou des discussions autour des photos réalisées par les abonnés. Ce serait intéressant. C'est marrant parce que j'y pensais sous ma douche il n'y a pas longtemps. Il faut savoir que Sylvain pense beaucoup sous sa douche. Je réfléchis beaucoup. En fait, on gagnerait beaucoup en productivité si tu avais une baignoire. Mais ça pourrait être sympa parce que je sais que tu te prêterais à l'exercice. On va voir, faut qu'on en discute un petit peu, on en parlera avec nos abonnés. Voilà, en tout cas, on arrive au bout de ce cycle sur la photo de paysage. Et encore une fois, on a passé un agréable moment. C'était vraiment super. Merci en tout cas d'avoir partagé tout ça avec nous. Et merci à ceux qui merci à toi. On va se remercier aussi. Merci à tous d'avoir été là. Si vous avez des questions, vous pouvez encore nous les poser pour ceux qui sont abonnés sur le site. Soit on les pose à Frédéric directement, soit s'il y en a beaucoup, on prend un petit moment pour faire un live. Questions-réponses un petit peu moins cadré que celui-ci. Et pour tous ceux qui ne sont pas abonnés, allez voir Studio Gimini. Regardez, il y a plein de choses qui sont accessibles en gratuit et qui vous montreront quelle est notre approche et en quoi on se distingue. Vous l'avez vu un petit peu avec ce live. Et comme ça, vous pourrez participer également en posant vos questions en amont. C'est ça, il y a une expo, on retrouve des photos de Frédéric. Il y a plein de vous retrouvez les rediffs des podcasts. Et puis voilà quoi, je pense qu'on va vous souhaiter à tous une bonne soirée. Une bonne soirée. Et puis, bonne soirée et un joyeux Noël. Je remercie Lorena qui nous regarde peut-être ou qui regardera. C'est ma filleule qui m'a fait ce joli sapin de Noël. Et j'en profite pour dire que si vous n'avez pas encore choisi vos cadeaux, que Studio Gimini fait une boîte. C'est vrai. De cadeaux, qui peut servir de cadeau et de plein de choses, mais notamment de cadeaux, c'est la saison. Donc n'hésitez pas. C'est vrai, tu fais bien d'en parler. Ouais, tu vois, on n'en aurait même pas parlé. Faut qu'on améliore nos capacités commerciales. Okay. Bon, en tout cas, merci Frédéric, et puis à très bientôt. Merci à tous. Joyeux Noël à tous, à bientôt. Bonne soirée. Salut, bonne soirée. Au revoir. Au revoir.